va commencer par le TD numéro 1. J'espère que vous avez travaillé un petit peu dans le TD pour c'est-à-dire faciliter les corrections si vous voulez. Hein. Alors, avant de commencer les exercices ou bien les questions de TD numéro 1, je vais vous faire quelques rappels intéressants. On les a déjà vus dans le cours, mais c'est-à-dire d'une façon qui n'est pas très détaillée. Alors, devant vous ici, vous avez une image qui montre des facteurs qui contrôlent la formation des dépôts dans un milieu de dépôt, bien dans un bassin sédimentaire. On a déjà parlé de ces facteurs. On avait parlé donc de facteurs intrinsèques, propres au milieu de dépôt, ici. Et on a parlé également des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire des facteurs globaux, c'est-à-dire qui se manifestent à l'échelle du globe terrestre. Alors ici, justement, je vais parler un petit peu de ces facteurs globaux. Alors ici, vous avez le milieu de dépôt, c'est un milieu aquatique marin. En jaune, vous avez les dépôts qui arrivent par progradation ici, dans ce cas-là. On peut avoir également des dépôts qui se forment ici par accrétion verticale et par d'autres mécanismes de sédimentation, bien sûr. Alors, quand je regarde ce milieu de dépôt, bien sûr, bassin sédimentaire, alors vous avez les principaux facteurs qui contrôlent ou bien qui commandent la formation des roches sédimentaires ici, dans ce milieu. Vous avez le premier facteur, c'est le flux sédimentaire, par exemple. Le flux sédimentaire, c'est-à-dire les apports sédimentaires. Le taux d'apport sédimentaire, le taux, la quantité d'apport sédimentaire dans le bassin. Bien sûr, ces apports sédimentaires vont être transportés et déposés dans cet endroit. Alors, quand vous voyez cette zone-là, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'espace disponible à la sédimentation. L'espace qui est vide dans le bassin, qui est prêt à recueillir ou bien à recevoir les dépôts. C'est ce qu'on appelle l'espace disponible à la sédimentation. Bien sûr, ce flux sédimentaire, si la quantité des sédiments est très importante, donc on va combler, on va remplir d'une façon rapide cet espace disponible. Et par conséquent, on va donc contrôler la profondeur du milieu. Parce que, comme on a déjà vu, quand le milieu est profond, on dépose des dépôts typiques. Mais quand le milieu devient progressivement peu profond, jusqu'à ce qu'on arrive à un milieu très peu profond, la nature des dépôts va être différente. C'est pourquoi on parle donc quand on parle de séquence de dépôts, leur tendance, on parle donc d'une séquence régressive, d'une séquence transgressive, d'une séquence progradante, aggradante, rétrogradante, etc. Alors ces types de séquences-là, ils sont contrôlés par ces facteurs. C'est-à-dire les séquences de dépôt qui se forment dans l'espace disponible à la sédimentation sont contrôlées par ces facteurs. Bien sûr, comme j'ai dit, ces facteurs contrôlent donc l'espace disponible à la sédimentation et par conséquent, ils contrôlent les séquences de dépôt qui se forment dans cet espace disponible à la sédimentation. Quand l'espace est disponible à la sédimentation, c'est-à-dire vous avez un bassin très profond, on dépose des séquences typiques. Quand c'est moins profond, on dépose des séquences également typiques, des séquences régressives, par exemple. Alors voilà, donc le premier facteur, c'est le flux sédimentaire, ou bien le taux de sédiment. Et comme vous voyez, ce flux sédimentaire, il est contrôlé également par le climat et par la topographie. C'est-à-dire, le taux de sédimentation est influencé par
le climat. C'est-à-dire, quand on est sous un climat chaud et aride, par exemple, on va avoir un certain flux sédimentaire particulier. Au contraire, si on est sous un climat, par exemple, froid, on va voir un autre type de flux sédimentaire, d'un point de vue quantité et nature également des éléments. La même chose pour la topographie. Quand on a une topographie plane, par exemple, il ne va pas être exposé à l'érosion. Par conséquent, donc le taux de sédimentation, ou bien le taux sédimentaire, ou bien le flux sédimentaire va être faible. Au contraire, quand vous avez des reliefs élevés, ces reliefs vont être exposés aux agents d'érosion, ce qui fait qu'il va y avoir donc l'élévation d'un grand nombre d'éléments, ce qui fait donc le flux sédimentaire va être important. Par exemple, c'est des exemples. En concernant le flux sédimentaire ou bien le taux sédimentaire, vous avez également la tectonique. La tectonique également contrôle cet espace disponible à la sédimentation. Il le contrôle par ce qu'on appelle la subsidence, le phénomène de subsidence. La tectonique joue au niveau du bassin sédimentaire. Donc, quand vous avez une tectonique active, et plus particulièrement donc une tectonique distensive, il va y avoir donc une subsidence importante, c'est-à-dire l'enfoncement du bassin vers le bas. Et par conséquent, on va créer donc un espace disponible à la sédimentation. S'il n'y a pas de tectonique, il n'y a pas de subsidence, l'espace disponible va être restreint, va être limité. Et si vous avez une tectonique ou bien une subsidence, si vous voulez, faible, avec un taux de sédimentation important, on va combler l'espace disponible d'une façon très rapide et par conséquent, il va y avoir formation de certaines séquences de dépôt très particulières. Au contraire, si la subsidence est importante, le taux de sédimentation est faible, donc l'espace disponible il va pas être rempli rapidement, il va être rempli lentement, donc il y aura donc formation de séquences également typiques pour ce type d'environnement, pour ce type de milieu de dépôt. Donc voici deux facteurs globaux, si vous voulez, qui contrôlent l'espace disponible à la sédimentation et par conséquent les dépôts, la formation des dépôts. Le troisième facteur externe, bien extrinsèque, c'est le statisme. Le statisme que vous voyez ici, c'est tout simplement les variations relatives du niveau de la mer, des mers ou bien des océans, à l'échelle globale. Hein. C'est-à-dire, ce niveau de la mer peut s'élever, si vous voulez, il peut monter. On parle donc d'une hausse du niveau marin. Comme il peut descendre, si vous voulez, on parle donc d'une baisse du niveau marin. Parfois, il peut rester stationnaire. Donc, cet statisme-là également, comme vous voyez, il contrôle l'espace disponible à la sédimentation. Par conséquent, il va donc contrôler également donc les types de séquences de dépôt qui vont se former dans le milieu de dépôt. Le statisme également, il est contrôlé à son tour, ce statisme-là, il est contrôlé à son tour par ce qu'on appelle le glaciostatisme, c'est-à-dire les variations donc, des glaciers au niveau des calottes glaciaires. Et cela également est contrôlé par le climat. Regardez, les glaciers, la formation des glaciers, la fonte des glaciers est contrôlée par le climat. Alors, quand vous avez par exemple la fonte des glaciers, automatiquement il va y avoir une hausse du niveau marin, par donc d'un glaciostatisme. Quand il va y avoir, c'est-à-dire quand on est dans une période de climat chaud par exemple, il va y avoir la fonte des glaciers. Fonte des glaciers au niveau des calottes polaires, par exemple, il va libérer une grande quantité d'eau dans les mers et les océans, ce qui fait le niveau de l'eau va augmenter, c'est-à-dire on va avoir une hausse statique, si vous voulez. Au contraire, quand le climat est froid, très froid, au lieu qu'il y ait une fonte, il va y avoir la formation des glaciers. Par conséquent, donc, il va y avoir une réduction des eaux dans les mers et les océans, donc une baisse du niveau marin. Exemple. C'est des exemples. Je vous donne quelques exemples. Mais c'est très compliqué. Hein. On peut parler également de statisme orbital. Le statisme orbital, c'est-à-dire les changements de l'orbite terrestre.
Ils peuvent influencer donc les variations relatives du niveau des mers et des océans. Tectonostatisme. Tectonostatisme, c'est comme je viens de l'expliquer. Hein, s'il y a donc une tectonique active, il va y avoir donc une subsidence importante. Et il va y avoir donc, si vous voulez, on peut parler donc d'un espace disponible important qui peut contrôler également le statisme, la tectonique, par exemple du tectonostatisme. Voilà donc d'une manière générale un rappel sur les facteurs extrinsèques qui contrôlent les dépôts dans les milieux de dépôt, bien dans les bassins sédimentaires. Ils les contrôlent via, si vous voulez, l'espace disponible à la sédimentation. Très important. Et je vais vous rappeler également ces deux choses-là. Regardez ces deux blocs diagrammes. Parce que l'autre fois, on avait parlé de la plateforme, c'est-à-dire le milieu marin, c'est-à-dire dans le domaine marin. On peut distinguer des milieux de plateforme et des milieux de bassin. Et entre les deux, vous avez la pente ou bien le talus. Alors ici, je vous montre ces deux dessins-là, ces deux blocs diagrammes, pour avoir une idée sur ce qu'on appelle une plateforme et une rampe. Alors la plateforme en général, c'est ce qu'on appelle shelf en anglais. On parle d'une plateforme dans un milieu marin, bien sûr, quand on a une barrière qui limite la plateforme du bassin profond. C'est-à-dire une barrière qui se trouve en haut du talus ou bien de la pente sous-marine, qui limite donc la plateforme. Ici, vous avez la plateforme interne, mais on peut parler de la plateforme tout court, plateforme, et le bassin. Dans ce cas-là, on parle donc d'une plateforme. Mais quand il n'y a pas cette barrière-là, regardez donc la plateforme, si vous voulez, passe d'une manière progressive vers le bassin ici, bassin profond. C'est-à-dire la partie peu profonde passe progressivement vers la partie profonde ici, le bassin. Donc on parle d'une rampe. Rampe généralement carbonatée, formée par des carbonates, des dépôts de carbonate en général. Voilà donc la différence entre plateforme et rampe. Ici, comme j'ai dit, vous avez plateforme interne parce que même au niveau de la plateforme, on peut distinguer la plateforme interne, la plateforme externe. Quand vous êtes du côté de la barrière, ici, et vous avez donc cette plateforme, une plateforme très vaste, on peut distinguer la plateforme interne du côté du continent et la plateforme externe du côté du bassin profond. Vous avez également ce dessin en bas qui montre tout simplement ici la subdivision, si vous voulez, d'une plateforme, ce qu'on appelle donc une subdivision bionomique, si vous voulez, de la plateforme, au niveau d'une plateforme. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir des subdivisions ici en surface et des subdivisions ici en bas. C'est-à-dire au niveau donc du substratum ici, au niveau du profil, si vous voulez. Alors, pour les subdivisions ici en haut, donc vous avez le continent de ce côté, là où il y a les dunes, par exemple, c'est le continent. Vous avez ce qu'on appelle arrière-plage, ou bien back-shore en anglais, back-shore, arrière-plage ici, l'arrière de la plage. Vous avez la plage ici, la plage, ou bien le shore, ou bien l'estran, la plage, estran, shore. Ici, c'est l'arrière-plage. Ici, vous avez l'avant-plage, ou bien le foreshore en anglais. Avant-plage, ici, regardez, ça devient profond ici. Puis vous avez le large, le profond, offshore. Le large, le profond, offshore, dans lequel on peut distinguer l'inférieur et le supérieur. L'inférieur, c'est très profond. Le supérieur, c'est moins profond. Alors, voilà donc les subdivisions au niveau d'une plateforme. Alors, ici, on peut parler de la plateforme externe. Par exemple, ici, la plateforme externe, ici même, au niveau du large supérieur, peut être considérée comme plateforme externe. Et ici, vous avez la plateforme interne, du côté du continent. Bien sûr, dans le large, comme vous voyez ici,
inférieure et supérieure, on peut distinguer une limite de profondeur ici, qui correspond à la limite d'action des vagues de beau temps. Parce qu'ici, il va y avoir des vagues importantes, des courants de vagues. Il peut y avoir des limites, c'est-à-dire ils peuvent atteindre certaines limites en profondeur. Ici, vous avez la limite d'action des vagues de beau temps, c'est-à-dire quand il fait beau, si on a des vagues, si on a donc des vagues, leur action ne peut pas dépasser cette profondeur-là. C'est-à-dire il peut arriver jusqu'à 5, ça dépend, 5, 25 mètres de profondeur. Mais quand vous avez des actions des vagues de tempête, quand il s'agit donc de tempête avec des vagues très, très importantes, donc, ils peuvent arriver jusqu'à 100 mètres de profondeur. Donc vous avez deux limites ici. La limite inférieure ici, c'est la limite d'action des vagues de tempête, qui peut arriver jusqu'à 100 mètres de profondeur, et vous avez la limite de vagues de beau temps. Entre les deux ici, c'est ici où se forment, par exemple, on va voir donc des dépôts de tempête. Des dépôts de tempête ici avec des structures très particulières, des structures et figures sédimentaires très typiques qui indiquent donc cette action de vague de tempête. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est cette subdivision. Ici, sur le profil, par exemple, au niveau de la plateforme interne, on peut distinguer ces subdivisions-là. C'est des subdivisions qui sont en relation, bien, qui peuvent être identifiées par l'action des marées. L'action des marées, les courants de marée. Parce que vous avez ici les courants de vagues et vous avez les courants de marée, bien sûr. Alors, quand on se base sur l'action des courants de marée, on peut distinguer ces étages au niveau de la plateforme, surtout la plateforme interne. On parle de l'infratidal quand on est au-dessous de la limite d'action du courant de marée. Ici, cette limite-là. Donc l'infratidal, c'est profond. C'est déjà, on est dans la plateforme externe, si vous voulez. Puis l'intertidal, regardez l'intertidal. Alors, l'infratidal, c'est le tidal, low tidal, c'est l'inférieur, c'est inférieur, tidal, la zone des courants de marée inférieure. Puis ici, l'intertidal, comme vous voyez, c'est la zone de balancement des marées. Ce qu'on peut appeler également la zone de balancement des marées. Intertidal. Si basse marée, ici haute marée. Haute marée, entre les deux là, entre ces deux limites-là, on a le domaine intertidal. Puis, au-dessus de la limite de l'action des hautes marées, vous avez le supratidal. Supratidal, donc, c'est le domaine le moins profond au niveau du plateforme. Très peu profond. Il est envahi temporairement par l'eau. Il est couvert temporairement par l'eau. Mais généralement, il est exondé, c'est-à-dire il n'est pas couvert par l'eau. Ici, l'intertidal, il est couvert par l'eau, surtout quand on est en période de haute marée. Quand la marée monte, cet endroit-là, cette zone-là est couverte par l'eau. Mais quand la marée baisse, cette zone est exondée. Ici, il est souvent exondé, mais parfois couvert par l'eau. Donc, supratidal, quand vous entendez supratidal, donc c'est la zone la moins profonde au niveau de la plateforme. L'infratidal, c'est la zone profonde. On peut parler également pour cette zone-là, l'infratidal, on peut l'appeler également la zone subtidale. Subtidale ou bien infratidal, c'est la même chose. Voilà, donc c'est pour avoir une idée sur ces subdivisions, si vous voulez, au niveau de la plateforme. Donc c'est le domaine marin. Hein. C'est le domaine marin dans lequel, donc, au niveau du domaine marin, comme je vous ai expliqué l'autre fois, on peut distinguer donc, le domaine de plateforme, le domaine de talus ou bien de la pente, puis le bassin profond. Alors pour le TD, maintenant, vous avez la première question, bien le premier exercice.
Quelles sont les particules qui peuvent former un sédiment? Alors là, il s'agit d'une question, si vous voulez, de cours. Hein. Donc ça, on l'avait détaillé dans le cours. Il suffit donc de lire le cours, mais ce que j'ai remarqué, c'est que vous recopiez exactement ce qu'on a vu dans le cours, ce que je vous ai projeté sur les images, au niveau des images. Mais vous oubliez les explications que je donne à chaque fois. Parce que ce que je projette ou bien je vous expose au niveau des images, parfois c'est incomplet. Je projette ou bien j'expose uniquement des petits, si vous voulez, les choses intéressantes. Mais il faut les compléter par les explications. C'est-à-dire, il ne faut pas m'écrire les choses telles qu'elles sont. Quand vous recopiez exactement ce que j'ai projeté, ça montre que vous n'avez pas compris. Parce que si jamais vous avez compris, vous allez compléter, vous expliquer, vous donner des phrases complètes, etc., etc. Il ne faut pas écrire exactement ce que j'ai. Parce que j'ai remarqué sur certaines copies qui m'ont été envoyées, les choses comme ça, c'est-à-dire des réponses, exactement, ils recopient le texte. Et parfois même avec des erreurs. Ils recopient et avec des erreurs aussi. Alors, ici, donc, vous avez, il suffit de voir le cours. Donc, vous avez, il faut dire, par exemple, je vous donne donc la réponse, si vous voulez. Les particules qui peuvent former un sédiment sont, et je mets 2 points, je reviens à la ligne. Les particules minérales qui correspondent aux débris solides, par exemple, qui correspondent aux débris solides, qu'on peut appeler également des particules terrigènes, par exemple, etc., etc. Donc, il suffit de revoir le cours. La même chose pour les particules d'origine biologique, les particules d'origine chimique, etc. Alors, pour la deuxième question, alors par exemple, je reviens sur la première question. Donc, vous avez les particules d'origine minérale, comme je viens de le dire. Il s'agit de, vous pouvez écrire par exemple, il s'agit de grains minéraux ou fragments de roches terrigènes, volcaniques ou météorites par exemple. Les particules d'origine organique, il faut écrire les particules d'origine organique formées par les restes fragmentés ou non d'animaux ou de végétaux. Les particules d'origine chimique, il faut écrire provenant de la précipitation de substances dissoutes, par exemple les cristaux de sel, les cristaux de calcite, etc. Alors, voilà pour le premier exercice, ou bien la première question. Pour le deuxième exercice, c'est-à-dire ici, dans cet exercice-là, on vous demande d'expliquer le mécanisme d'accrétion latérale. Donc, vous avez accrétion latérale, est un mécanisme parmi d'autres de sédimentation dans les milieux aquatiques. Donc, on vous demande d'expliquer ce mécanisme et à faire des dessins avec légende et de donner les caractéristiques de dépôt produit par ce type de mécanisme. Et enfin, expliquer l'hydrodynamisme générant ce type de mécanisme. Donc, vous avez 3 questions auxquelles ici il faut répondre. Première, c'est expliquer le mécanisme. Il faut faire des dessins légendés, complets,
Les caractéristiques de dépôt produits par ce mécanisme, l'hydrodynamisme générant ce type de mécanisme. Alors, pour expliquer le mécanisme, il faut dire l'accrétion latérale correspond à un mécanisme de propagation latérale des dépôts sous forme de prisme dont la croissance se fait vers le centre du milieu de dépôt. Alors, pour illustrer ça avec une figure, il suffit donc de faire le dessin de la figure qu'on avait vue dans le cours. Alors, vous mettez donc un point et vous continuez. La figure suivante, par exemple, montre 3 prismes formés par accrétion latérale de dépôt. Un premier prisme formé, c'est le prisme ancien. Et 2, le dernier prisme formé, c'est le prisme récent. Et vous donnez le dessin qu'on avait vu dans le cours. Juste le bloc diagramme, ce n'est pas la peine de mettre la séquence à côté. Séquence à côté, ça n'a rien à voir avec la question. Donc, juste le bloc diagramme. Mais il faut faire attention entre les faciès, les limites entre les faciès, par exemple, vous allez mettre argile, sable, galet, et les limites entre ces faciès-là, il faut les dessiner en zigzag. Ce n'est pas des limites continues. Il faut mettre des zigzags, comme on a vu dans le cours. Et vous mettez bien sûr une flèche qui indique la progradation des dépôts, etc., etc. Alors, pour les caractéristiques du dépôt, il suffit tout simplement de dire les dépôts correspondent à des prismes, ou bien des lentilles. Leur granulométrie est décroissante vers le large, c'est-à-dire vers le bassin profond. Ils présentent un granuloclassement négatif. Ces dépôts présentent également et généralement des stratifications obliques. Voilà les caractéristiques du dépôt. Et je répète encore, vous n'allez pas me donner ça, si vous voulez, avec des tirets ou bien avec... c'est-à-dire c'est très très résumé. Il faut écrire des phrases. Il faut écrire les dépôts formés, par exemple, il faut écrire comme ça, les dépôts formés par l'accrétion latérale, ce sont des dépôts qui se présentent sous forme de prisme ou bien des lentilles, avec une granulométrie décroissante vers le large, entre parenthèses vers le bassin profond, si vous voulez. Ils présentent un granuloclassement négatif et présentent également des stratifications obliques. C'est très important. Voilà comment il faut répondre. Pour la troisième question, l'hydrodynamisme, généré par ce type de mécanisme. Bien sûr, il faut la même chose, écrire des phrases. Il faut dire qu'il s'agit d'un hydrodynamisme fort. Le milieu est donc agité, ce qui implique l'absence de la décomposition. Oui, donc il ne s'agit pas donc d'un milieu calme. C'est ce qu'il faut dire en général. Donc, les stratifications obliques, bien sûr, indiquent qu'il s'agit donc d'un milieu dynamique avec une énergie forte, puisqu'il y a des stratifications obliques. Donc, il s'agit d'un hydrodynamisme fort, tout simplement. Voilà en quelque sorte comment il faut répondre aux questions. Alors, troisième exercice, un faciès sédimentaire. Donc, ça également, donc c'est une question, si vous voulez, de cours. Il faut donner la définition, les variations et échelle d'observation. Définition, variation, échelle d'observation. Alors, la définition, il faut faire attention. La définition dans le cours, elle est très, ce que j'ai exposé, ce que j'ai exposé sur les diapositives, elle est très courte, elle est très résumée.
Mais lors des explications, je vous ai donné des explications, si vous voulez, des détails pour comprendre ce que j'ai exposé sur les diapositives. Vous donc, pour répondre à la question, vous n'allez pas me donner exactement ce que vous avez sur la diapositive, sur l'image. Non. Il faut écrire, il faut compléter, il faut donner les détails. Alors, pour la définition, par exemple, voilà ce qu'il faut dire pour définir un faciès sédimentaire. Donc, un faciès sédimentaire est l'ensemble des caractéristiques lithologiques, biologiques et dynamiques d'une unité sédimentaire de petite échelle. Et entre parenthèses, vous allez mettre centimètre, mètre. Voilà donc la première partie, si vous voulez, de la réponse. Un faciès sédimentaire est l'ensemble des caractéristiques lithologiques, biologiques et dynamiques. Dynamique ici, vous pouvez dire hydrodynamique, si vous voulez, ou bien sédimentologique. Sédimentologique, c'est valable. Parce que ici, dynamique, c'est tout simplement, on fait allusion, si vous voulez, aux figures et structures sédimentaires. Donc, c'est un peu sédimentologique. Mais dynamique aussi, c'est correct. C'est l'ensemble des caractéristiques lithologiques, biologiques et dynamiques d'une unité sédimentaire de petite échelle, centimétrique ou bien métrique. On peut définir un lithofaciès par l'ensemble des éléments terrigènes d'origine minérale que renferme la roche. Donc on peut définir un lithofaciès tout en se basant sur l'ensemble des éléments terrigènes, c'est-à-dire l'ensemble des éléments minéraux que contient la roche, tout simplement. On peut définir également un biofaciès. Biofaciès, c'est-à-dire l'ensemble des éléments fossiles d'origine biologique, c'est-à-dire qui proviennent des êtres vivants contenus dans la roche également. Chacun des deux faciès peut être caractérisé par sa dynamique. Donc ici, la troisième caractéristique. Je vais faire intervenir la troisième caractéristique qui est la dynamique ou bien la caractéristique sédimentologique. Chacun des deux faciès peut être caractérisé par sa dynamique, c'est-à-dire l'énergie de l'agent de transport et de dépôt, par les figures et les structures sédimentaires et par la texture de la roche, tout simplement. Donc, le faciès, grosso modo, si vous voulez, c'est la lithologie, c'est les fossiles, etc., plus les figures et structures sédimentaires. Voilà ce qu'on appelle le faciès, que peut montrer une roche. Les éléments terrigènes, les éléments biologiques, figures et structures sédimentaires. Biologique, ici, quand on parle de biologique, c'est ancien, c'est fossile pour nous, hein, pas actuel. Voilà donc pour la définition. Pour les variations maintenant, bien sûr, il s'agit de variations dans l'espace et dans le temps, c'est ce qu'on avait écrit, et ce que je vous ai exposé sur les images, sur la diapositive. Mais j'ai expliqué ça, donc il faut donner les explications. Si vous m'écrivez comme ça, la réponse comme ça, variation dans l'espace et dans le temps, c'est pas complet. C'est pas complet, c'est pas une réponse. Alors, pour répondre correctement, il faut dire que un faciès sédimentaire peut subir des variations dans l'espace et dans le temps. Je reviens à la ligne, j'écris les variations dans l'espace, c'est-à-dire les variations horizontales dans l'espace, les variations verticales dans le temps. Les variations dans l'espace, ou bien les variations horizontales ou bien latérales, correspondent à un changement latéral de faciès. Exemple, on peut passer d'un faciès marno-calcaire à un faciès calcaire, par exemple. C'est comme ça qu'il faut donner la réponse. C'est-à-dire, soit une région X, dans laquelle on a le dépôt à une époque donnée, de marne calcaire par exemple, soit une autre région Y à la même époque où il se formait par exemple des calcaires. Voilà ce qu'on appelle la variation latérale de faciès ou bien variation dans l'espace de faciès. Variation verticale ou bien variation dans le temps de faciès donne
une succession de couches verticalement, c'est-à-dire une succession de couches de différents faciès verticalement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle donc une variation verticale de faciès. Ce qui donne à la fin ce qu'on peut appeler une séquence de dépôt. Enchaînement vertical sans interruption de faciès. C'est les variations de faciès dans le temps. Donc voilà en quelque sorte comment il faut répondre à ces questions-là. Je répète encore, les réponses, ce n'est pas justement ce que j'expose sur les diapositives. Il faut donner des explications, il faut compléter les réponses. Alors les échelles d'observation, la même chose. Un faciès sédimentaire peut être observé par différentes échelles. Deux points, je reviens à la ligne. L'échelle macro, je parle de l'échelle et non pas du faciès. Il ne faut pas m'écrire, par exemple, macrofaciès. Ça, c'est peut-être dans les explications, il faut le dire. Mais si l'échelle, c'est macroscopique. L'échelle macroscopique, non pas macrofaciès. Donc, je répète, un faciès sédimentaire peut être observé par différentes échelles. Deux points à la ligne. Une échelle macroscopique qui est, par exemple, métrique, centimétrique, métrique, centimétrique également, hein, centimétrique, métrique. Il s'agit d'une observation macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu, d'une roche sédimentaire. On définit par cette échelle-là, par exemple, par cette échelle, on peut définir ce qu'on appelle un macrofaciès. On définit le macrofaciès. Ce n'est pas le macrofaciès qui est l'échelle, non. L'échelle, c'est macroscopique. C'est l'observation à l'œil nu, sans utiliser aucun instrument. Un autre tiré, à la ligne, un autre tiré, une échelle, si vous voulez, microscopique, l'observation microscopique de la roche, c'est-à-dire avec un microscope pétrographique. L'échelle d'observation, elle est d'ordre micrométrique. On définit par cette échelle, par exemple, le microfaciès. Nanofaciès, la même chose, donc un point à la ligne, tiré, une échelle nanoscopique, échelle nanoscopique, il s'agit d'une échelle, bien d'une observation au microscope électronique à balayage. L'unité, ou bien, voilà, l'unité d'observation, il est de l'ordre de l'angstrom. Et on peut définir par cette méthode le nanofaciès. Voilà comment il faut répondre aux questions. Il ne faut pas me recopier exactement ce que vous avez sur les images. Il faut donner les explications. Alors, pour la quatrième question, ou bien le quatrième exercice, ici, vous avez un exercice dans lequel vous n'avez pas exactement, si vous voulez, c'est-à-dire, vous n'avez pas, c'est-à-dire le cours, mais il faut utiliser le cours pour répondre aux questions. Mais c'est d'une façon indirecte, bien sûr. Ce n'est pas des questions directes comme on vient de voir, ce qui concerne par exemple le faciès. Ici, non, vous avez un exercice dans les questions, donc demande un peu de réflexion. Alors, vous avez deux figures, la figure 1 et 2. Ces deux figures-là montrent les répartitions, bien les variations de différents faciès. On vous demande de commenter et interpréter les deux figures, tout en tenant compte de la légende. Alors, voilà. Donc, voilà ces deux figures, la figure 1 et la figure 2. Alors, comme vous voyez ici, vous avez la légende en bas.
Vous avez la légende en bas ici, donc il faut toujours lire la légende. Hein. Quand vous avez un document en légende, il faut toujours lire la légende d'avant. Alors, quand je regarde la légende, j'ai une succession de faciès ici, avec, ici, regardez, la flèche ici indique le domaine distal, ou bien le milieu distal, et ici, le milieu proximal, c'est-à-dire la zone proximale, la zone distale. Ça, on l'a expliqué dans le cours. Quand il s'agit donc de distal, c'est profond. Quand il s'agit de proximal, c'est peu profond. Donc, déjà ici, donc vous avez des faciès. Vous avez donc upper short face, c'est en anglais, middle short face. Mais même si vous ne connaissez pas la signification de ce terme-là, vous avez donc l'épaule distale proximale. Ça veut dire que ce faciès-là, par exemple, en gris foncé, puis en noir, c'est un faciès de milieu formé dans un milieu peu profond, très peu profond. Le blanc, un faciès, c'est-à-dire l'offshore, il est formé dans un milieu profond. Voilà ce qu'il faut savoir d'une manière générale. Alors, je regarde les figures. Donc, d'abord, je regarde la représentation. La figure 1 représente une représentation sous forme de bloc diagramme, ce qu'on appelle le bloc diagramme, 3 dimensions. La figure 2 représente un log lithostratigraphique, la succession lithostratigraphique des dépôts dans la même région, c'est-à-dire la représentation verticale des couches. Ici, c'est la représentation, si vous voulez, en quelque sorte latérale. C'est comme si on les représente sur une carte ou bien un plan ici. Mais c'est une représentation au bloc diagramme. Alors, pour commenter donc, ces deux figures-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque sur la figure 1, déjà, donc, je peux poser les zones, la zone distale et la zone proximale ici. C'est-à-dire ici, peu profond, ici, très profond. Et je peux imaginer un profil de dépôt. Regardez le profil. Donc ici, cette zone-là, elle est peu profonde, la flèche verte. Et là, c'est la zone la plus profonde. La flèche verte est très importante ici. Tout en passant peut-être par une petite pente ici. Voilà, donc je peux avoir une idée sur le milieu de dépôt maintenant. Alors, cette figure-là, pour répondre exactement donc à la question, montre une représentation bloc diagramme de la répartition latérale, c'est-à-dire horizontale des faciès. Ici, on peut parler en quelque sorte de la variation latérale de faciès, des faciès qui varient latéralement, horizontalement. Les faciès proximaux en gris foncé, du côté peu profond, avant-plage, ici, upper surface, avant-plage, et les faciès distaux en blanc dans la zone profonde, c'est-à-dire dans le large ou bien le domaine offshore, ici. Domaine offshore, dans cette zone-là. Les flèches, bien sûr, indiquent le sens d'augmentation de la profondeur du milieu. Ces flèches-là, que vous avez en noir, le sens d'augmentation de la profondeur. C'est pourquoi donc j'ai dessiné un profil comme ça. Profondeur augmente dans ce sens du milieu. C'est-à-dire au moment de dépôt des faciès. Mais actuellement, voilà ce qu'on trouve. Faciès proximaux ici et faciès distaux ici. Voilà donc pour la figure 1. Pour la figure 2, alors déjà, je peux écrire, si vous voulez, pour marquer mes faciès. Donc ici, vous avez le faciès distal, blanc. Ici, le faciès proximal, faciès distal, faciès proximal, etc. Donc, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai des cycles. Ces cycles-là, bien sûr, sont indiqués par ces flèches-là. Déjà, donc, indiqués par les flèches. C'est-à-dire des cycles qui commencent du faciès distal et se terminent par un faciès proximal. Donc, ceux-là ne peuvent être que des séquences de dépôt. Les séquences de dépôt avec des limites. Voilà les limites, donc les séquences ici en rouge. Et je peux donc distinguer 5 séquences de dépôt.
5 séquences de dépôt dans ce milieu de dépôt, dans ce bassin sédimentaire. S1 jusqu'à S5. Alors, cette figure montre donc une représentation en log lithostratigraphique, ça on l'a déjà dit, de 5 séquences ou bien cycles de dépôt. Chaque séquence commence à sa base par des faciès distaux, c'est ce que je viens d'expliquer, et se termine en son sommet par des faciès proximaux. Il s'agit donc de séquences de dépôt régressives, parce qu'ils partent, ils commencent de faciès distaux, c'est-à-dire dans un milieu profond, se terminent par des faciès proximaux dans un milieu peu profond. Donc il s'agit d'un cycle régressif ici, ou bien de séquences régressives de comblement. Ce qu'on peut appeler donc de comblement de l'espace disponible à la sédimentation. Donc, vous avez un espace disponible à la sédimentation et on va le combler par le flux sédimentaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut remarquer également ici, c'est que vous avez la réduction des épaisseurs des séquences de 1, la séquence 1 ici en bas, et la séquence 4. Regardez la séquence 4. Elle est très petite par rapport à la séquence S1, par rapport à S2, par rapport à S3. Donc, vous avez donc une diminution, bien la réduction progressive des épaisseurs des séquences de dépôt. Parfois même, au niveau de certaines séquences ici, par exemple la séquence 3 et la séquence 4, vous n'avez pas le faciès blanc, c'est-à-dire le faciès le plus distal, ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez, comme je viens de le dire, un comblement progressif de l'espace disponible à la sédimentation. C'est-à-dire, au début ici, vous avez un grand espace disponible à la sédimentation, mais que je comble avec cette séquence-là. Puis, de nouveau, l'espace disponible devient, ici c'est un peu grand, mais ce n'est pas comme tout à l'heure, c'est-à-dire pour la séquence ici. Puis ici, ça devient très jusqu'à ce qu'on arrive à la séquence S4. Vous avez un espace disponible à la sédimentation très réduit ici. C'est-à-dire on comble, on remplit l'espace disponible à la sédimentation. On peut retirer donc de l'évolution de séquence ici. Et au niveau de la séquence 4, il n'y a plus donc l'espace distal, c'est-à-dire la profondeur du milieu est très réduite. Donc on commence par le faciès, par ce faciès-là. Il n'y a que 3 faciès, c'est-à-dire le faciès de lower surface, c'est-à-dire celui-là. 1, 2, 3. Vous n'avez que ces 3 faciès-là, c'est-à-dire le milieu devient très peu profond, avec un espace disponible réduit. Voilà ce qu'on peut dire pour ces séquences-là. Mais regardez la séquence 5. Au niveau de la séquence 5, on voit réapparaître le faciès blanc, c'est-à-dire le faciès le plus distal, le plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout simplement qu'il y a de nouveau la création de l'espace disponible. C'est-à-dire l'un des facteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure a joué. Peut-être il y avait une subsidence par exemple du milieu, donc le milieu devient profond de nouveau, ou bien il y avait une hausse du niveau marin, etc. Donc il y avait donc la création de nouveau d'un espace disponible. C'est pourquoi on arrive de nouveau à une profondeur où on peut déposer le faciès comme ici, comme au niveau de la séquence 2, comme au niveau de la séquence 1. Il faut regarder également les épaisseurs des couches. Des couches. Regardez au niveau de la, faciès, de la séquence 1, le faciès blanc est très épais. Et s'il est peu épais, peut-être on a créé un espace disponible qui n'est pas le même qu'ici. Mais de toute façon, ici, on revient, si vous voulez, à un milieu relativement profond au niveau de la séquence 5. C'est-à-dire, l'un des facteurs, comme j'ai dit, il a joué et il a donc engendré, si vous voulez, une création de l'espace disponible à la sédimentation. Voilà d'une manière générale ce qu'on peut dire donc, de cet exercice-là. Donc, c'est-à-dire, c'est tout simplement des commentaires, c'est-à-dire à partir des figures, donc on peut faire sortir beaucoup de choses
en ce qui concerne donc les faciès, leur évolution en cycle ou bien en séquence. Alors bien sûr, pour compléter, il faut mettre par exemple ici les dépôts marins, plus profond, moins profond, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc les cycles évoluent toujours donc, des faciès distaux profonds vers les faciès les moins profonds, proximaux moins profonds. Il s'agit donc de cycles régressifs ou bien de séquences régressives. Les variations statiques, on peut mettre également les variations statiques. C'est tout simplement, il faut dresser une courbe qui reflète donc cette évolution de dépôt marin. Donc, pour les variations statiques, on peut mettre baisse-hausse, une baisse, une hausse au lieu de moins plus, ou bien on peut mettre également moins plus. Donc, toujours, donc les séquences ou bien les cycles, regardez, commencent à partir d'une hausse du niveau marin. Hausse du niveau marin, donc l'espace disponible est important, puis se termine par une baisse du niveau marin ici, c'est-à-dire l'espace disponible, il est peu important. De nouveau, donc, création de l'espace disponible, hausse du niveau marin, baisse du niveau marin, hausse du niveau marin, baisse du niveau marin, etc., etc., etc. Ça, donc, c'est pour compléter tout simplement, donc, c'était, si vous voulez, cette représentation log lithostratigraphique des cycles ou bien des séquences de dépôt. La question 5 vous demande de discuter la relation faciès sédimentaire milieu de dépôt. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette relation? Alors c'est facile, la relation c'est ce qu'on avait vu dans le cours. Il faut dire par exemple qu'un faciès sédimentaire est la résultante d'un certain nombre de processus sédimentaires d'un milieu de dépôt. Par conséquent, chaque faciès sédimentaire est typique pour chaque milieu de dépôt. Voilà, si vous répondez comme ça, c'est juste. Je répète, un faciès sédimentaire est la résultante d'un certain nombre de processus sédimentaires d'un milieu de dépôt. Par conséquent, chaque faciès sédimentaire est typique pour chaque milieu de dépôt. Et parfois même, quand on parle de faciès, automatiquement, on fait allusion au milieu de dépôt, bien faciès sédimentaire. Quand je vous dis par exemple des argiles à gypse, argile à gypse, c'est un faciès. Argile à gypse ne peut se former que dans un milieu semi-confiné ou bien confiné. Les milieux semi-confinés ou bien confinés, c'est-à-dire c'est des milieux fermés. C'est des milieux où vous avez un mélange des eaux marines et des eaux douces. Donc c'est un milieu de transition. Et peut-être par exemple une lagune, peut-être par exemple une sepra. Par exemple. Donc un faciès, autrement dit, un faciès, c'est un milieu de dépôt. Toujours, le faciès représente le milieu de dépôt. Voilà donc la relation qui existe entre faciès et milieu de dépôt. Pour la 6e question, ou bien le 6e exercice, cet exercice porte sur les courants de turbidité et les dépôts formés par ces courants, tout simplement. Parce que les courants de forte densité, c'est le courant de turbidité, tout simplement. Donc la première question, qu'appelle-t-on un courant de forte densité? Il faut écrire un courant de forte densité est un courant de turbidité, et non pas est une turbidite ou bien un turbidite. Non. Il faut écrire un courant de forte densité est un courant de turbidité. C'est comme ça qu'il faut répondre. Est un courant de turbidité. Le nom des dépôts formés par ce type de courant, le nom de dépôt formé par ce type de courant
sont les turbidites, ou bien les dépôts formés par ce type de courant sont les turbidites. Attention, parce que j'ai vu également vos collègues des années passées, ils répondent avec des réponses un peu bizarres. Le courant de turbidité est différent de turbidité comme ça. Bien turbidite. Vous écrivez. Il faut écrire un courant de turbidité. Une réponse précise. En B, il faut écrire sont les turbidites. Les dépôts formés par ce type de courant sont les turbidites, ou bien on les appelle les turbidites. Géométrie des corps sédimentaires, la géométrie des corps sédimentaires. Géométrie, l'architecture. Il se présente sous forme de cône, sous-marins, et dans les cônes, on peut avoir des chenaux, si vous voulez. Géométrie des corps sédimentaires. Donc, il faut parler de cônes sous-marins dans lequel on peut avoir des chenaux. Milieu de dépôt, simple. C'est un milieu marin en bas de pente. Milieu marin en bas de pente, ou bien bas de talus. Il faut préciser le milieu marin. Si vous écrivez talus ou bien pente, c'est incorrect. Parce qu'on peut avoir un talus ou bien une pente au niveau du continent. Et qui est différente de la pente sous-marine. Donc, il faut préciser le milieu. Milieu marin en bas du talus. Milieu marin en bas du talus, ou bien en bas de la pente. Le dessin, c'est ce que vous avez au niveau du cours. Le dessin d'une séquence de dépôt, c'est la séquence tout simplement de Bauma, 1962, je pense. Mais là également, il faut montrer que vous avez bien compris. C'est-à-dire, il ne faut pas recopier exactement. Il faut montrer que vous avez un peu compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire, quand vous dessinez, par exemple, là, donc, il faut dessiner une séquence avec une base ravinante. Et la séquence avec la base ravinante, vous n'êtes pas obligé de dessiner la même base ravinante. La même base ravinante que vous avez sur le dessin. Mais vous essayez de dessiner selon donc, ce que vous avez compris. Donc la base ravinante, donc ici j'ai exagéré. J'ai exagéré, mais la base ravinante, c'est une simple base irrégulière, si vous voulez. Une petite base irrégulière, comme ça, par exemple. La base ravinante. J'ai mal dessiné, hein. C'est pas bien ce que j'ai dessiné, mais là également, j'ai pas bien dessiné. C'est une base irrégulière, tout simplement. Je répète, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de recopier ce qu'on a, ce que vous avez. Il faut inventer, si vous voulez, il faut montrer que vous avez bien compris. Ça d'une part. Donc, je vais vous donner l'exemple de la base ravinante. La base ravinante, c'est une base irrégulière, tout simplement. Une base irrégulière, peut-être n'importe comment. Puis, il faut dessiner, bien sûr, les termes de la séquence de Bauma. Terme A, grossier, granoclassé. Terme B, laminé, avec des éléments fins, etc. etc. Et quand vous terminez le dessin, il ne faut pas écrire exactement ce que vous avez dans le cours. Vous écrivez sans mettre ni de flèche, ni d'accolade, ni rien du tout. Au moins, il faut, par exemple, vous avez ici le terme A, ici le terme B, par exemple, au moins vous mettez une accolade ou bien quelque chose qui montre ça, comme ça, par exemple. Vous mettez terme A, grossier, granoclassé, etc. La même chose pour le terme B, par exemple. La même chose pour les autres termes. Si je ne laisse pas, je mets une accolade ou bien juste un trait comme ça et j'écris, voilà, avec une flèche ici. Sinon, je mets carrément une flèche, par exemple, pour montrer de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il ne faut pas rester limité à ce que vous avez dans le cours. Il faut inventer un petit peu. Il faut montrer que vous avez bien compris. Et il faut faire de bons dessins, bien dessinés.
Si c'est nécessaire d'utiliser la règle, j'utilise la règle. Si ce n'est pas nécessaire, j'essaie de bien dessiner à la main. Et il faut utiliser les crayons de couleur. Il faut que ça soit très bien fait, le maximum possible. Et il faut qu'il reflète que vous avez bien compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire, ne me recopiez pas exactement ce que vous avez sur les documents, bien sûr, les images. Voilà donc pour le premier TD1. Ici encore, c'est des petits rappels avant de faire le deuxième exercice. Ici, vous avez un bloc diagramme qui regroupe tout le milieu de dépôt qu'on peut avoir à la surface de la Terre. Comme vous voyez, donc vous avez les milieux de dépôt du domaine continental ici, les milieux de transition ici, milieu de transition ici, milieu marin ici. Donc, continent littoral marin. Continent littoral marin. Et on a vu quelques exemples, c'est-à-dire on n'a pas vu tout ici. On n'a vu que quelques exemples. Quelques exemples de ce domaine. Alors, par exemple, au niveau du domaine continental, on a vu un exemple des milieux désertiques semi-arides et on a pris l'exemple des cônes de déjection. On a vu l'exemple des milieux fluviatiles. Puis, dans le milieu littoral, on a pris l'exemple des deltas. Parce que comme vous voyez, donc vous avez le milieu fluviatile donc se termine au niveau de la mer ici par un milieu deltaïque. Ce n'est pas toujours, mais parfois. Parfois, donc, il se forme donc un delta à l'embouchure des fleuves ou bien des rivières. Puis on a parlé également, il ne faut pas l'oublier, on a parlé également des exemples de dépôts ici au niveau du milieu marin, c'est-à-dire en bas de la pente. Alors, si on regarde également une coupe longitudinale qui a donc traversé ces différents milieux, on a vu qu'on peut avoir donc ce profil-là avec les différents domaines et les différents milieux de dépôt. Et donc, on a vu un exemple ici pour, comme je viens de le dire, donc au niveau du milieu continental, c'est-à-dire les cônes alluviaux, comme exemple de milieu désertique semi-aride. On a vu donc les systèmes fluviatiles. Tout ce qui est en rose, c'est ce qu'on a vu beaucoup. On a vu les deltas. Et on a vu les systèmes turbiditiques. Voilà donc les 4 exemples, si vous voulez, de dépôts et de leur milieu de dépôt qu'on avait vu. Mais il y en a d'autres, comme vous voyez, donc qu'on n'a pas vu. Pour la nature des dépôts, la répartition de la nature des dépôts selon leur nature, selon cellules. Alors, regardez ce qu'on appelle les silicoclastes. Les silicoclastes ou bien les terrigènes. Regardez leur répartition, on peut les trouver dans tous les domaines. À partir du domaine continental jusqu'au domaine marin. On peut trouver donc ces silicoclastiques, bien les dépôts silicoclastiques. Pour les carbonates, par exemple, ici, je vous donne les zones où on peut trouver une grande quantité. C'est-à-dire là où ils sont très représentés. Pour les carbonates ici en vert, regardez, on peut les trouver surtout au niveau ici de la plaine alluviale, par exemple au niveau du domaine continental, mais on peut les trouver également, si vous voulez, au niveau du littoral et au niveau du domaine marin. Dans tout le littoral et le domaine marin, on peut trouver les carbonates. Pour les évaporites, par exemple, les roches évaporitiques, on les trouve également peut les trouver au niveau de la plaine alluviale et on peut les trouver également dans le domaine marin. Les évaporites, en grande quantité.
Puis les roches carbonatées, c'est-à-dire les roches carbonées, ici attention, il faut faire la différence entre carbonatées et carbonées. Les roches carbonées, c'est ce qu'on peut appeler les roches organogènes, c'est-à-dire formées uniquement par le carbone. C'est des roches, si vous voulez, qui contiennent la matière organique, formées en grande partie par la matière organique. Ici, c'est des roches chimiques formées par le carbonate de calcium. C'est HCO3. Ici, non, sont formées par le carbone, par la matière organique. Donc, la même chose ici, ces roches carbonées ou carbone, le carbone, on le trouve dans la plaine, on peut le trouver dans la plaine alluviale, on peut le trouver ici au niveau du large inférieur, au bas du talus, comme on peut le trouver dans le domaine profond, bassin profond, bassin très profond. La même chose pour la silice ici. La silice, on peut la trouver ici au niveau donc, de la plaine alluviale et on peut la trouver en grande quantité dans les grandes profondeurs. La silice. Donc voilà ici la répartition des roches selon leur nature, si vous voulez. Bien des éléments selon leur nature au niveau donc de ce profil topo, ce profil de dépôt, si vous voulez, depuis le continent jusqu'à la mer, jusqu'au bassin profond. C'est des rappels pour avoir une idée sur ce qu'on a déjà vu. Alors, pour le TD numéro 2, le TD numéro 2, je vais on va les énoncer du TD. Alors, pour ce TD-là, on vous demande, si vous voulez, de compléter le tableau. On vous donne d'abord un log lithostratigraphique représenté au niveau du tableau. Log lithostratigraphique, la base, le sommet, etc., avec les faciès.